Complétons l'assemblage de ce poste de radio FM avec la section d'ampli audio. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Voici la 7e vidéo de cette série de 7. Ce sera donc la dernière, certains diront enfin, 7e et dernière vidéo d'assemblage et d'analyse de ce poste de radio FM. C'est un kit que j'ai assemblé étape par étape. Dans les 6 premières vidéos, on a fait toutes les parties RF, oscillateur local et fréquence intermédiaire, ainsi que le discriminateur FM. Il nous reste la partie audio à faire. Ce n'est pas une petite partie physiquement. Ils ont implémenté un ampli avec des pièces séparées. Il y aurait eu moyen de faire quelque chose de beaucoup plus simple physiquement. Mais il y a un intérêt académique au niveau de l'amplification audio. Alors, en audio, il y a le concept de classe d'amplification, en radiofréquence aussi. De quelle classe d'amplification cet amplificateur fait partie? Bien, allons justement voir le concept de classe d'amplification de puissance. Pour couvrir le matériel là, des classes d'amplification, je vais utiliser des dessins venant de Wikipédia, version française et anglaise. Alors, lorsqu'on parle de classe d'amplification, on parle d'amplification de puissance habituellement, autant en audio ou dans des signaux du même ordre de grandeur de fréquence que des signaux radiofréquences. Certaines classes d'amplification sont réservées aux signaux radiofréquences pour des raisons de résonance de circuit LC, on va le voir un petit peu plus tard. L'identification des classes d'amplification de puissance est faite par des lettres. Il y a la classe A, la classe B, la classe AB, la classe C, la classe D, la classe F, G, H. Il y en a plein, mais on va se concentrer sur les classes principales. Pour l'exercice d'aujourd'hui, de toute façon, ça va être la classe AB qui va nous intéresser. Alors, une des façons d'illustrer sur quelle classe notre amplificateur de puissance est, c'est de regarder sur un signal sinusoïdal, mais bien sûr un signal audio, c'est une combinaison de sinusoïdal, là, mais le plus simplement possible, on regarde un signal sinusoïdal. Ici, ça serait la sortie de notre amplificateur. Sur quelle proportion du signal le transistor ou un des transistors de notre sortie, notre amplificateur, conduit. Alors, dans le cas de la classe A, on dira que le transistor va conduire sur 360 degrés d'un signal sinusoïdal, donc il va toujours être en conduction. Dans le cas d'une classe B, on aura habituellement 2 transistors et ils vont se partager, chacun des deux, 180 degrés de conduction. Dans la classe AB, c'est pas pour rien qu'on l'appelle classe AB, c'est parce que c'est un peu une combinaison de la classe A et de la classe B. On aura un peu plus que 180 degrés de conduction. Et finalement, la classe C, on aura moins que 180 degrés de conduction. Et souvent, les autres classes, ça va être encore moins que ça. Alors ça, c'est une façon d'illustrer les différentes classes. Revenons à la classe A. Alors l'idée de la classe A, c'est d'avoir un transistor qui va toujours conduire. Alors même lorsqu'il n'y a pas de signal en entrée, on aura polarisé le transistor. La polarisation n'est pas montrée ici. Mais l'idée, c'est de polariser ce transistor pour qu'il conduise toujours, même lorsqu'il n'y a pas de signal. On va centrer la polarisation pour que la sortie se trouve à peu près à mi-chemin, sinon exactement à mi-chemin entre l'alimentation supérieure et l'alimentation inférieure, qui souvent est la masse, mais ça peut être une alimentation négative aussi, et le point central serait 0. Donc on va centrer ce point-ci en fonction du courant, bien sûr, VBE, ça va faire passer un courant, mais ce courant statique, même quand il n'y a pas de signal, c'est une pure perte en chaleur. Donc en termes d'efficacité, ce sera un ampli qui ne sera pas efficace du tout. 25-30% là, typiquement, pas bien plus que cela. Alors, c'est son gros inconvénient. Par contre, son avantage, ça sera qu'il est relativement linéaire. Il est fidèle, son signal d'entrée, par rapport à son signal de sortie. Il pourrait y avoir inversion du signal, et c'est correct. Dans les amplificateurs, on assume et on permet une inversion de signal de 180 degrés. Dans le cas d'un ampli audio, il y a plusieurs étages qui inversent et réinversent ou n'inversent pas, puis à la fin, ça a plus ou moins d'importance. L'oreille ne se rend pas compte que les côtés positifs et négatifs, donc tout le signal audio est inversé. On s'en rend pas compte. Alors ça, c'est typique classe A, conduction constante, mais perte malheureusement à cause des courants continus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer
ces pertes tout en tentant de préserver une fidélité du signal, on peut essayer la classe B. Alors la classe B va définitivement éliminer une bonne partie des pertes en chaleur lorsqu'il n'y a pas de signal. Donc, de façon générale, va augmenter l'efficacité de notre amplificateur de puissance en polarisant le transistor d'une certaine façon, de la façon qu'il y a seulement la moitié du cycle qui est couvert par un transistor et en mettant un deuxième transistor complémentaire, comme ceci. Vous avez un NPN, vous avez un PNP. Le signal est injecté au centre. Il travaille sur les deux bases en simultané, mais comme il y a seulement une jonction VBE qui est polarisée à la fois, soit la jonction ici lorsque notre cycle est au-dessus de notre zéro virtuel, soit l'autre transistor lorsqu'on va du côté inférieur, bien, on aura deux transistors qui vont se partager le travail, soit sur l'alternance positive ou négative, et lorsqu'il n'y a pas de signal, l'ensemble ne sera pas polarisé. Il n'y aura donc pas de courant qui va circuler s'il n'y a pas de signal ici. Pour l'efficacité, c'est merveilleux, mais pour la distorsion, c'est un problème. Si vous regardez ici, il y a une petite zone, il y a un petit saut, une petite marche. Pourquoi? C'est que les transistors prennent un certain courant pour se polariser. Lorsqu'on est à zéro, il n'y a pas de courant, mais les courants ne s'allument pas comme ceci. Il faut polariser la jonction. Il faut l'amener, cette jonction, quelque part à 0,5, 0,6, 0,7 volts. Et durant ce temps-là, le transistor ne conduit, mais vraiment moins. Il n'est pas dans sa zone d'opération idéale. On a ici ce qu'on appelle en anglais de la crossover distortion. On crée de la distorsion. C'est de la distorsion de passage d'une alternance à l'autre. Je ne sais pas le terme exact, mais c'est un problème de la classe B. Donc, efficace, mais malheureusement, cet ampli-là distorsionne, n'est pas très fidèle. Mais c'est la configuration qu'on appelle classe B push-pull. Pourquoi push-pull? Ben, c'est que dans une des alternances, le transistor va pousser un courant. Donc, l'alternance positive, le courant va venir de l'alimentation supérieure et va sortir. Et sur l'alternance négative, le courant va être tiré par l'autre transistor. Donc, on aura une alternance là, de direction de courant. Et c'est pour ça qu'on appelle ça push-pull, pousser, tirer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éliminer cette distorsion au point de passage là, entre les deux alternances? On peut polariser un petit peu notre transistor pour qu'il conduise, mais légèrement, lorsqu'il n'y a pas de signal. De sorte que lorsque le signal va passer du zéro à, par exemple, une alternance positive, le travail de prépolarisation aura été fait. Ce qui sous-entend qu'on va aussi couvrir une légère partie de l'alternance qui serait normalement dédiée à l'autre transistor. Il va y avoir un petit chevauchement de travail entre les deux transistors. Et cette prépolarisation, on va la faire de façon classique, soit avec des résistances, soit avec des diodes qui vont maintenir une chute de tension, donc vont maintenir une polarisation de nos deux transistors, de sorte qu'ils vont conduire légèrement, même lorsqu'il n'y a pas de signal. Alors, légère diminution de l'efficacité, parce qu'il y a quand même un courant statique qui va passer, dans le cas où il n'y a pas de signal en entrée. Mais le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir diminuer cette distorsion au niveau là, du passage d'une alternance à l'autre, où là, ça va ressembler beaucoup plus à un signal aligné. La perfection n'existe pas. Souvent, on va voir un potentiomètre en série aussi avec des diodes pour ajuster, tenter de diminuer la distorsion de passage ici. Là. Alors ça, c'est la classe AB. C'est la classe qui nous concerne aujourd'hui. Là, ici, on a illustré un cas où on aurait deux alimentations qui seraient symétriques, donc plus et moins, avec un point zéro ici au centre. C'est un dessin extrêmement simplifié, on s'entend. Vous allez voir que dans notre cas, avec une masse et une alimentation supérieure de 6 volts, va falloir travailler un petit peu plus fort pour établir le point d'opération centrale ici, là, avec des composants additionnels, bien sûr. Bon. Là, j'ai couvert ce que je voulais couvrir du point de vue des amplifications qui tentent d'être linéaires. Lorsqu'on tombe dans les classes supérieures, il y en a qui ne sont pas linéaires. Par exemple, la classe C, c'est une classe qui va conduire, mais à moins de 180 degrés. Et l'idée derrière, c'est qu'on s'approche d'une condition pleine du transistor,
et pas des conductions intermédiaires qui génèrent beaucoup de chaleur dans les transistors, donc qui diminuent l'efficacité. Alors la classe C, l'idée c'est de ne conduire qu'une simple partie du cycle. Ici, on a un transistor qui est polarisé, bien sûr, en émetteur commun, et on n'aura qu'une simple partie qui sera amplifiée de notre cycle. C'est bien illustré justement ici, où on voit le signal d'entrée en rouge et le signal de sortie en vert. Donc, pour une partie du signal, de l'amplitude, il ne se passe rien sur la sortie. Efficace, mais malheureusement pas linéaire. Et ce genre d'ampli-là est utilisé surtout en radiofréquence, surtout en FM, ou dans des modes de communication où l'amplitude n'est pas importante. Donc, l'amplitude pourrait être constante, par exemple, mais c'est la fréquence qu'on change ou la phase. Alors, l'amplificateur en classe C est tout indiqué pour cela. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire suivre d'un circuit LC qui va se charger en énergie avec cette impulsion-là. Ce circuit LC va résonner à la même fréquence que la fréquence d'opération de l'amplificateur de puissance. De sorte que le circuit LC, en résonnant, en se vidant de son énergie à la même fréquence, va restituer un signal radiofréquence complet sur 360 degrés, donc stimulé par cette impulsion, mais qui restaure la bonne fréquence. Alors ça, c'est typique des amplificateurs FM, entre autres. On voit ça beaucoup en radiofréquence. Vous ne verrez pas ça en audio, puisque c'est à toute fin pratique impossible de restituer le signal pour qu'il soit linéaire, là. Donc audible, très beau. Alors ça, c'est la classe C. Dans les classes un peu plus exotiques, donc plus récentes, on va dire, il y a la classe D qui est utilisée en audio. L'idée derrière la classe D, c'est d'utiliser un hacheur, tout simplement, un peu comme une alimentation à découpage. Vraiment, c'est ça l'idée. Et d'avoir des transistors qui vont opérer seulement en circuit ouvert, donc non conducteur, ou pleinement conducteur, donc pleinement polarisé, comme une alimentation à découpage, et éviter le mode de réponse linéaire du transistor. Alors, en découpant le signal très rapidement, il y a donc moyen de créer du PWM, de la modulation par largeur d'impulsion. Et c'est cette modulation par largeur d'impulsion qu'une fois amplifiée, puisque ici le fort courant va passer ici, on va aller chercher une amplification, bien, ces impulsions, une fois filtrées par un filtre passe bas, qui peut avoir plusieurs pôles, va nous restituer notre signal audio en sortie. Donc, c'est de l'amplification par découpage, tout simplement. Ça fonctionne bien, mais le filtre ici est bien critique pour ne pas entendre de produits non désirés, évidemment. Donc, c'est plus exotique et forcément beaucoup plus complexe, mais bien sûr beaucoup plus efficace en termes de perte de chaleur. La sortie avant filtrage pourrait ressembler à ceci. Évidemment, plus l'amplitude est élevée et plus les transistors conduisent. Et lorsque l'amplitude diminue, ici, ça serait un sinusoïdal, ben, on voit le rapport cyclique haut-bas, qui est très élevé quand on est au max, mais qui commence à diminuer, jusqu'à ce qu'on arrive avec un rapport cyclique 0% ici. Et après ça, ben, le traitement se fait sur l'alternance négative. C'est le genre de réponse avant le filtre. Et ce qu'on verrait aussi, là, ça serait ça. Signal d'entrée en rouge, signal de sortie en vert. Avant filtrage, bien sûr. En ceci dit, la classe E, classe F, classe G, classe H, classe S, et il doit y en avoir d'autres qui vont s'inventer, certainement. Ce sont des classes plus rares, souvent utilisées en radiofréquence et non pas en audio. Et c'est souvent des dérivés d'autres classes, donc des polarisations un peu différentes, des configurations plus complexes, mais avec le même principe d'appliquer, des choses du genre. Donc, je vous évite ces classes-là. Ce que je voulais couvrir, c'est fait. Maintenant, nous, on est sur de la classe AB. Allons voir notre circuit qui, malheureusement, n'est pas évident à comprendre. Bon, alors parlons de notre ampli audio. Bien, vous connaissez évidemment le schéma du poste radio au complet, radio FM. Je l'ai couvert dans les 6 premières vidéos. On va se concentrer sur l'ampli audio qui est juste ici. Le voici. La première chose que je veux couvrir, c'est le principe de préaccentuation et de désaccentuation. La modulation FM est préaccentuée pour les fréquences aiguës. C'est un standard, c'est une norme que les diffuseurs
applique une compensation, donc une amplification des fréquences plus aiguës. L'idée est bien sûr que lors de la réception, on peut réatténuer ces fréquences plus aiguës, ce qui va éliminer le bruit de fond agaçant à plus haute fréquence, le fameux hiss qu'on appelle en anglais, j'imagine que c'est la même chose en français, c'est le hiss. Alors, en préaccentuant le signal aigu, lorsque le bruit du canal de communication se rajoute, à l'autre bout, si on désaccentue, donc si on filtre les aigus pour ramener ça à une réponse qui est plate, on éliminera le bruit de fond aussi. Alors c'est ça le principe de la désaccentuation et on l'a fait ici avec R26 et C29. Alors c'est 1K et 100 nanofarad, ce qui nous donne un filtre RC dont la constante de temps est de 100 microsecondes, ce qui est assez agressif. Normalement, les normes, c'est entre 25 et 75 microsecondes, mais ici, on a 100 microsecondes. Donc, il est possible qu'il y ait trop d'atténuation des aigus. Quoi qu'il en soit, on aurait juste à changer, par exemple, le condensateur ici pour un condensateur plus faible et calculer la constante de temps, là, taux égale RC. Ben, RC, là, on a juste à diminuer C et on pourrait ramener ça à 50 ou 25 ou 75 microsecondes. Bon, quoi qu'il en soit, c'est la désaccentuation qui est faite ici. Et par la suite, il y a un couplage capacitif pour bloquer le courant CC qui pourrait passer d'un étage à l'autre. On arrive dans le potentiomètre d'ajustement du volume. C'est fait en entrée, évidemment, de notre amplificateur, pas en sortie, évidemment. Et combiné sur ce potentiomètre-là, il y a un interrupteur allume-éteint. Et c'est ce qu'on indique ici, là. La pile arrive ici, et lorsque l'interrupteur clique, on envoie le 6 volts à tout le circuit. Mais notre potentiomètre, là, c'est vraiment ici. Le signal audio arrive ici, masse, et le curseur, c'est la sortie, avec un filtrage capacitif en entrée aussi. Pas très fort, ceci dit, comme valeur, pour éliminer le résidu peut-être de ce qui resterait des signaux de fréquence intermédiaire. Couplage capacitif à nouveau, parce qu'ici, il va y avoir de la tension. Ce sont des valeurs assez élevées. On utilise des condensateurs électrolytiques et on mettra bien sûr l'électrode positive du côté où la tension est plus élevée. Regardons la topologie générale. Vous vous rappelez, je vous ai mentionné que c'est un amplificateur de classe AB. Pourquoi? Bon, remarquez deux transistors de type complémentaire, un NPN, un PNP. Déjà en partant, ça allume des lumières. Regardez les diodes ici qui vont prépolariser les deux jonctions base émetteur. Et on a même un potentiomètre ici qui va nous permettre de faire un ajustement fin pour diminuer la distorsion de croisement. J'ai fait la recherche, c'est le terme, d'après le grand dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française du Québec. On a donc notre prépolarisation sur ces deux transistors qui sont vraiment l'étage AB, là, où il va y avoir partage du travail. Il y a deux transistors en sortie qui seront les deux transistors de puissance. On va dire que ce sera les transistors qui vont suivre le signal essentiellement et l'amplifier. Ça prend des transistors plus costauds. Remarquez ici, on parle d'un amplificateur à pile. Ça ne sera pas très costaud, mais dans le contexte d'un amplificateur de puissance, ce serait ces deux transistors-ci qui seraient les gros transistors qui dissiperaient le plus. Et ce sont eux qui vont fournir la puissance au haut-parleur. Alors, je vous ai mentionné que notre circuit, c'était classe AB, mais c'est classe AB prime, c'est-à-dire que il est plus complexe que je l'aurais souhaité. Il y a 6 transistors. À mon avis, ça aurait été tellement simple d'utiliser un LM386, un petit circuit intégré à 8 broches. Mais ici, l'idée derrière, c'est l'apprentissage, mais c'est un circuit qui est très complexe. Donc, pour les débutants, même moi, je vais avoir de la difficulté à vous l'expliquer clairement. Quoi qu'il en soit, ce circuit ici, en entrée, est ajustable. Donc, avec ce potentiomètre ici, ça nous permet de modifier le point, la tension ici, et donc le courant de ce transistor, ce qui va venir modifier l'ensemble de la chaîne ici, donc le point d'opération de ce transistor à travers celui-ci, bien sûr, qui lui, on va changer son point d'opération aussi, et par surcroît, étant donné qu'ici, on aura une tension qui est relativement fixe, si on néglige le petit potentiomètre, on fixera la tension ici en fonction de celle-ci, et donc on va venir changer le point d'opération de l'ensemble du circuit en ajustant ce potentiomètre.
je vous l'ai mentionné, ce potentiomètre-ci, c'est pour légèrement bouger le point d'opération du deuxième transistor ici, de sorte qu'on peut éliminer la distorsion là, de croisement, ou en tout cas la diminuer si ce n'est pas l'éliminer complètement. Donc, on a un premier étage ici qui, de point de vue de courant continu, va ajuster l'ensemble du circuit, donc lui, en réalité le point central ici. Et en plus, il va jouer rôle d'amplificateur. Donc, le signal va passer ici, dans le circuit, va venir sur ce deuxième transistor, et c'est ce deuxième transistor qui reçoit le signal amplifié, qui va venir jouer sur ce point d'opération. Admettons que la tension ici monte, donc on serait sur l'alternance positive du signal d'entrée à ce point-ci dans le circuit. Si ce point-ci monte en tension, ça aura comme effet, puisque ici la tension sera plus élevée, puisqu'on a notre jonction polarisée de façon directe, tension plus élevée ici, émetteur base. Si ce point-ci monte, ça aura comme effet de moins polariser cette jonction, ce qui aura comme effet que ce transistor va moins conduire. Et si on approche bien sûr du zéro ou du point central, ce transistor-ci ne conduira plus du tout. C'est le point de transfert à l'autre transistor. Mais du même fait que ce point-ci va monter en tension, ça va faire monter ce point-ci en tension parce qu'il y a un courant qui circule ici à partir de la tension positive dans la base et l'influence de cette branche va diminuer puisque la tension ici va s'approcher de celle-ci. Alors, ce point-ci va monter, ce qui va polariser la jonction base-émetteur plus ici. Donc, on aura un point qui va monter ici, et ce qui polarisera cette jonction aussi, plus. Et donc, du même fait, là, on a un relâchement de ce côté-ci et une mise en action de ce côté-ci. Et ça, c'est l'alternance positive, et vous devinez bien qu'en alternance négative, ce sera le contraire qui va se produire, la tension va baisser ici, ce qui va mettre plus en action ce transistor et celui-ci par le même fait, et qui va relâcher l'effet tranquillement jusqu'à ce qu'on atteigne un point ici où le transistor ici ne conduira plus et celui-ci non plus. Et ce sera ces transistors-ci qui vont travailler. Et naturellement, lorsqu'il n'y a pas de signal en entrée, on espérera, une fois l'ajustement fait, que les courants ici seront le plus faibles possible, ne seront jamais zéro puisqu'on a une classe AB, et on veut quand même qu'il y ait une prépolarisation dans le circuit. Alors, au niveau de l'amplification, je crois bien, vous me corrigerez si j'ai tort, il y aura quand même de l'amplification de tension ici, quand même passablement. Ici aussi, il y aura de l'amplification de courant beaucoup. Et bien sûr, amplification de tension ici, et finalement, beaucoup d'amplification de courant pour pouvoir pousser une grosse puissance, mais il y aura aussi une amplification de tension, puisqu'on parle de puissance de sortie quand même. Mais ce seront les deux étages qui seront les plus sollicités au niveau de la chaleur. Ce serait ces deux-ci. Comme il y a une tension qui n'est pas zéro ici, on est à quelque part à mi-chemin entre la masse et l'alimentation, on doit absolument bloquer la composante CC, courant continu, qui viendrait ici passer dans le bobinage et qui viendrait prépolariser le haut-parleur, ce qui n'est pas bon, qui pourrait même en fait griller le haut-parleur parce que le haut-parleur est conçu pour réagir à des tensions alternatives, là, aller-retour, mais pas conçu pour porter une tension CC très forte. L'autre chose, c'est qu'on a ici un filtre RC en parallèle avec notre haut-parleur. Alors, qu'est-ce que c'est ceci? Apparemment, je ne l'ai pas vécu, apparemment, les amplis de classe AB peuvent avoir tendance à osciller lorsqu'on leur présente une charge inductive, par exemple un haut-parleur avec de longs fils. Alors, c'est commun de voir en sortie un circuit RC comme celui-ci. L'idée, c'est qu'à basse fréquence, le condensateur ne conduit pas vraiment, et donc la résistance est plutôt absente. Et au fur et à mesure que la fréquence augmente, le condensateur se trouve à devenir comme un court-circuit de plus en plus et cette résistance vient à se positionner en parallèle, donc augmente la charge, et donc ce qui aurait fait d'étouffer des oscillations potentielles à plus haute fréquence. Alors, c'est ce que je comprends de ce circuit ici. Alors, j'ai quelques petits commentaires additionnels à faire. D'abord, vous trouverez des amplis de classe AB ayant des caractéristiques un peu différentes. Par exemple, une paire Darlington sur la sortie. Ici, ce n'est pas le cas à cause de la résistance et de cette connexion-ci. Mais il existe des paires Darlington qui vont augmenter de beaucoup le gain.
Il y a une autre configuration que vous pourriez voir, c'est celle qui utilise un transformateur audio en sortie. Ça a été très communément utilisé avec les tubes à vide. Par contre, le problème, c'est que ça coûte cher, un transformateur, c'est gros et ce n'est pas efficace en termes d'efficacité énergétique. Donc, on tend à éliminer, quand c'est possible, les transformateurs en sortie. Alors, je vous ai parlé de contre-réaction. Effectivement, il y a possibilité de faire de la contre-réaction négative et de la contre-réaction positive dans ce type d'amplificateur-là pour améliorer les performances de l'ampli. Cet aspect de contre-réaction ici pour améliorer, diminuer la distorsion, améliorer la réponse en fréquence, ça dépasse honnêtement mes compétences au niveau de la construction d'amplificateurs audio. Il y en a qui seraient certainement mieux placés que moi et je vous invite à faire des commentaires là-dessus. Certainement que ce chemin ici entre le signal de sortie essentiellement et notre point de conduction de ce transistor-ci sert certainement en partie à la contre-réaction, en plus bien sûr de la polarisation de notre transistor à partir de ce point-ci. Alors il y a un chemin potentiel de contre-réaction ici, une contre-réaction certainement négative dans le circuit. J'ai tenté de faire beaucoup de recherches sur ces subtilités du circuit. J'ai même fait des recherches en utilisant ChatGPT et ça n'a pas bien fonctionné malheureusement. Même ChatGPT n'est pas capable d'expliquer tous ces petits détails. Alors, je laisse ça aux experts audio. Moi, en ce qui me concerne, c'est l'essentiel de ce que je voulais mentionner de ce circuit. On va l'assembler, bien sûr. On va faire des ajustements pour même visuel avec un oscilloscope pour minimiser notre distorsion et maximiser notre amplitude, éviter les écrêtements, soit en haut, soit en bas, tenter de centrer ce circuit pour qu'il fonctionne bien et on écoutera le résultat par la suite. Alors, je me lance sur l'assemblage. Voici les composants en jeu pour l'étage audio. C'est définitivement l'étage avec le plus de composants. Et tout y est, il ne manque rien. Et même, le panneau, il est vide. Il n'y a plus de composants dessus, sauf le fameux composant de montage en surface. 5,1K puis 4,7 picofarad. Aucune idée. Le manuel n'en parle pas du tout. Est-ce que c'est pour resyntoniser le circuit LO ou le circuit RF là, pour changer de bande de fréquence? Seul Dieu le sait. Et par contre, je n'ai pas mis de haut-parleur. Ça vient avec un haut-parleur. Vous l'aviez vu dans la première vidéo. Je vais l'ajouter bien sûr au montage avec des bouts de fil. Voilà, assemblage de la section audio complétée. Ça n'a pas été difficile. On exécute tout simplement en regardant les valeurs de pièces. Et j'avais toutes les pièces, il m'en manquait aucune. Donc ça, c'est tant mieux. Alors, j'ai déjà alimenté la radio avec 6 volts. Et tel quel, en statique, ça consomme environ 15 mA. Je vous avais, j'ai déjà fait des premiers ajustements à l'oreille, là, parce qu'il y a moyen de complètement faire distorsionner l'audio lorsque les potentiomètres sont d'un côté ou l'autre. Et je vous avais aussi de faire bien attention. Il est possible, en poussant les deux potentiomètres dans le sens horaire à leur extrémité, à leur maximum, il est possible de faire passer en statique un gros courant, plus de 75 mA, probablement plus de 100 mA, ce qui fait chauffer les transistors énormément, ils sont venus très chauds. Donc attention de ne pas pousser tout simplement les deux potentiomètres. Oui, ça augmente le gain, mais il faut surveiller quand même. Alors, j'ai branché le haut-parleur qui était fourni. On m'a dit dans les commentaires que c'était vraisemblablement un haut-parleur de téléviseur à écran plat. Et je le crois, par le type de fixation que ça a. C'est fort probablement cela, en effet. Alors le son, on n'a pas de basse, naturellement. Il n'y a pas de caisse de résonance, mais ça va quand même donner une idée. Et peut-être que je brancherai un haut-parleur un peu mieux que ça après. Et je vous dis, il ne manque pas de gain sur cette radio FM. Je ne fais qu'à peine lever le potentiomètre ici. J'ai pas mis la meilleure antenne au monde, là, je dois dire. C'est juste un bout de câble coaxial. Un peu de distorsion, je n'ai pas encore ajusté les potentiomètres. On va essayer de l'optimiser à l'oscilloscope. Alors, tout fonctionne nominalement.
J'ai ajouté une entretoise ici et je réalise qu'elle est tout près de la bobine ici, là. Alors, est-ce que ça influence la bande passante du circuit d'entrée, là? Grosse question, je ne le sais pas trop. Normalement, il y a une plaque de plastique qui vient par-dessus, donc j'ai décidé finalement là, de mettre les entretoises en dessous, comme patte, et par-dessus pour fixer éventuellement la plaque si je le fais. Là. Alors, tout semble nominal. On va faire l'ajustement. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le générateur de signal. Je vais injecter un signal RF avec une tonalité et on va regarder le signal audio pour voir si on peut optimiser la forme de la sinusoïdale, là, le signal de modulation. Alors, je m'installe et on regarde ça à l'oscilloscope. Pour ce qui est de l'ajustement de l'ampli audio, il y a deux ajustements. Il y en a un, c'est pour ajuster la distorsion de croisement et l'autre, c'est pour ajuster le point d'opération du rail central, là, ou si vous voulez, la sortie qui s'en va au haut-parleur. La tension CC à cet endroit-là devrait être à mi-chemin entre les deux alimentations, c'est-à-dire l'alimentation 6 volts et la masse. Et donc à 3 volts, c'est entre les deux transistors de sortie, si vous voulez. Là. Alors, il y a un point de test, là, juste ici marqué V-test. Il y a un petit VIA. On peut, là, si on veut, là, planter une sonde, ce que j'ai fait ici. Et je vous le dis, je l'ai ajusté. On le fait avec ce potentiomètre-ci. Je l'ai ajusté pour qu'il y ait 3 volts, exactement à cet endroit-là. Évidemment, le poste radio est sous tension. Et j'ai fait le premier ajustement. Et là, ensuite, c'est d'ajuster le point de croisement. La seule technique qu'ils utilisent, c'est de surveiller l'ampèremètre CC là, de la radio, là, de l'alimentation, et puis d'ajuster ça à 15 mA. Mais c'est bien mieux de le faire avec un oscilloscope. Vous voyez justement la sortie audio branchée sur le haut-parleur à l'oscilloscope. Et je vais monter le volume. Vous allez entendre une tonalité de 400 Hz. C'est bien mon générateur de signal radiofréquence qui rentre. Et il est reçu par la radio, tout simplement. Mais je vais ajuster quand même la réception. Bon, je suis assez bien centré au niveau de la fréquence du récepteur. Et là, il s'agit de jouer avec l'ajustement pour la distorsion de croisement. Mais je vous avise, ne tentez pas d'avoir la perfection. Si vous allez trop loin, le courant augmente de façon draconienne. Présentement, j'ai un courant d'environ 20 mA et on a une forme d'onde qui est franchement acceptable. Je vais aller dans la direction opposée. Vous allez voir la distorsion de croisement. Voilà, il y en a ici et ici, on voit bien. Et bien, en ajustant le petit potentiomètre de gauche, il est possible d'éliminer totalement, en fait, là, la distorsion de croisement, mais malheureusement, le courant augmente de façon exponentielle. On tombe dans le 200-300 mA et les petits transistors de sortie deviennent très chauds. Donc, on ne fait pas ça. Ça serait catastrophique pour les petits transistors. On tolère un peu de distorsion de croisement juste ici. Et le tour est joué pour l'ajustement. Et on voit que si je monte le volume plus fort, ça commence à distorsionner peut-être légèrement en bas avant en haut. On voit la forme d'onde en haut qui s'écrase aussi. Alors le centrage, on pourrait l'ajuster avec le potentiomètre de droite. Là, on pourrait dire, bon, ça commence un petit peu à distorsionner dans le bas. Alors je vais retoucher le potentiomètre de droite pour essayer de centrer l'ensemble. Voilà, il y a une distorsion égale des deux côtés. Et là, on peut dire qu'on est centré. Et pour la distorsion de croisement, j'en ai enlevé un petit peu plus. On va voir le courant. Bon, le courant a monté à 20 mA. Donc, c'est pas mal le maximum qu'on peut obtenir. Et il y a un petit peu d'effet d'emballement thermique. Hein, je vous le dis, là, le courant, lorsque vous avez opéré l'amplificateur pendant un certain bout de temps, les transistors deviennent tièdes. Et lorsque vous coupez l'audio,
mais vous laissez l'ampli allumé. Le courant ne tombera pas au courant initial lorsque les transistors est à froid. Il va être plus haut, par exemple. Il va être à 30 mA plutôt que 15. Mais si vous le gardez, le volume baissé, tranquillement, l'aiguille du courant baisse et retourne aux 15 mA qui est le courant statique à froid. Donc, n'exagérez pas et gardez toujours, si vous faites un ajustement de cet ampli sur ce poste radio, gardez l'œil sur l'ampèremètre en tout temps. Ne tentez pas la perfection, entre autres, sur la distorsion de croisement, parce que moi, je l'ai fait et je me suis presque brûlé sur ce transistor ici. Le courant part en emballement, là, et là, écoutez, les petits transistors ne sont pas faits pour des courants comme ça, et ils chauffent énormément. Alors, voilà pour l'ampli. Dernier petit essai audio, en finale. Je lui ai branché un haut-parleur digne de ce nom, là, avec un petit caisson de résonance. C'est rien de bien gros, mais je vous dirais c'est un haut-parleur de peut-être, je sais pas, 7-8 cm de diamètre avec un petit caisson. Là, et puis, c'est déjà mieux, hein, sans qu'il y ait énormément de graves. Ça sonne mieux. Ce que je peux dire, c'est que beaucoup plus efficace ce haut-parleur, en fonction du courant qui passe dans l'ampèremètre, là, je le vois en temps réel, comparativement au petit haut-parleur qu'il y avait tantôt. Là, ici, on est beaucoup plus efficace pour un même courant. Alors ça, c'est bien. Des petits commentaires là aussi là, additionnels. Le potentiomètre est beaucoup trop serré. On atteint le volume maximum là, raisonnable à peine en le bougeant à partir du plus bas. Là. Donc, moi, si j'avais à faire des changements, j'ajouterais un atténuateur en entrée, un atténuateur additionnel en amont ou en aval là, du potentiomètre. Là. Donc, 2 résistances, un diviseur résistif ferait très bien l'affaire. Pour diminuer encore plus le signal, parce qu'il y a trop de gains sur l'ampli. Donc, on aimerait avoir un ajustement, là, une plage d'ajustement plus grande. C'est beaucoup trop serré dans le bas de l'ajustement. J'ai toutes les misères du monde à mettre ça à un volume raisonnable. J'utilise mon ongle dans la roulette, là, la molette, puis c'est difficile. Alors, l'autre commentaire, c'est que comme il n'y a pas de AFC, de circuit d'ajustement automatique de fréquence, qui verrouille là, au centre de la porteuse, l'ajustement là, fin pour un audio là, sans distorsion, il est très serré aussi sur la molette de syntonisation. Donc, il faut ajuster vraiment là, pour être bien centré, sinon on entend de la distorsion assez rapidement sur l'audio. Alors, si on écoute de la voix, c'est moins grave, mais quand on écoute de la musique, là, c'est pas écoutable. Là. On atteint rapidement un seuil de distorsion inacceptable. Là. Pas facile de l'ajuster. Il y a des stations pour lesquelles on dirait que c'est pas possible d'ajuster sans distorsion. Alors, je ne sais pas exactement est-ce qu'on devrait retaper tous les ajustements des sections de fréquence intermédiaires. Évidemment, quand le signal est moins fort, j'ai remarqué qu'il y a plus de distorsion. Ce n'est pas un poste radio de grande qualité, on va se le dire. Sensible, on reçoit beaucoup de stations, ça définitivement. Pas facile à ajuster non plus là, avec les outils du bord, on l'a vu, là, les moyens simples. Et le fait qu'il n'y a pas d'AGC, donc ajustement du gain, quoiqu'en FM, c'est peut-être pas aussi nécessaire, mais surtout pas de verrouillage de la fréquence qu'on appelle AFC, Automatic Frequency Control, ça rend la syntonisation un petit peu plus difficile. Mais c'est un petit projet qui était quand même amusant. Ça nous a permis d'apprendre des choses, sinon de nous rafraîchir la mémoire. En tout cas, moi, c'était le cas, particulièrement sur
l'amplificateur audio, là, il fallait vraiment que je rafraîchisse certains concepts. Là, lorsqu'on n'y touche pas, on tend à oublier ces choses-là. J'espère que vous avez apprécié ce petit exercice, vous aussi. Comme je vous ai mentionné en introduction, je ne recommande pas particulièrement l'achat de ce kit. Plutôt cher pour ce que vous obtenez. Oui, c'est de l'apprentissage, mais soyons honnêtes, de nos jours, on simplifierait beaucoup ces différents étages avec 1, 2 puces, 2 circuits intégrés et peut-être le circuit d'entrée, là, et ça serait tout. Donc, apprentissage OK, mais ne vous bousculez pas aux portes pour commander ce kit-là. Ce n'est pas une radio qui performe particulièrement bien. Voilà, ça met fin à cette longue série. Un peu trop longue, je suis certain, au goût de plusieurs. Mais on tourne la page, on passe à autre chose. Sur ce, je vous dis merci. Merci beaucoup pour votre soutien et merci pour les commentaires durant la série. À la prochaine!